Bonjour à toutes et à toutes. Donc, je vois qu'il est 14 heures tout pile. Je crois que les personnes sont encore en train de se connecter, mais je vous propose, pardon, qu'on commence ce webinaire sans plus tarder. Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Je vous rappelle que, comme toujours, ce webinaire est enregistré et ça permettra de le revisionner sur la page de l'événement après coup, ainsi que de télécharger le support qui va vous être présenté aujourd'hui. Donc, comme toujours, on commence par une des quelques questions Slido. Ça vous permet de briser la glace et un peu de savoir qui est connecté cet après-midi pour ce webinaire. Donc pour ça, ce que j'avais fait déjà hier dans le mail de rappel, je vais tout de suite vous redonner le code de l'outil Slido. Donc vous pouvez aller sur slido.com comme vous le voyez affiché ici et taper le code H2020 ou sinon vous pouvez simplement suivre le lien que je viens d'indiquer dans le chat du webinaire. Je vous invite à vous y connecter. Donc la première question est déjà lancée. On vous laisse le temps un petit peu de vous connecter à l'application et de répondre à la première question qui est qui êtes-vous pour savoir quelle est votre profession. Fanny, je te laisse afficher les résultats. Oui, ça marche. Je vais mettre tout de suite le résultat du Slido. Voilà. Comme ça, tout le monde pourra voir en live. Voilà, de toute façon, pour l'instant, il y avait moins d'une petite dizaine de participants. Attendez juste un instant, ça demande une petite manipulation. Sachant que pour l'instant, il y a une majorité de contrôleurs de gestion qui sont connectés avec nous. Alors, pardon pour cette petite latence. Je vais tout de suite partager. Voilà, donc vous voyez le résultat du Slido. Il s'affiche. Voilà, donc encore une fois, vous avez le code, si vous allez sur slido.com et le QR code aussi pour vous y connecter. Je ne vais pas le faire, puis je remets le lien direct dans le chat pour ceux qui viennent de se connecter. Bonjour à tous en tout cas. Quelques secondes encore parce que ensuite on passera à la question suivante. Donc, vous voyez comme moi, donc à l'écran, on a des chefs de projet, des chargés de mission et après beaucoup aussi de gestionnaires financiers, contrôleurs de gestion. Vu le sujet du jour, effectivement, pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour, bienvenue et sachez que voilà, le webinaire sera enregistré. Donc la vidéo, le support seront disponibles sur la page de l'événement. Okay. Je ne vois plus personne qui est en train de répondre. Donc je vous propose de passer rapidement à la question suivante, qui est de savoir quel type d'entité vous faites partie, avec un certain nombre de propositions qui vous sont faites. On utilise toujours les mêmes d'une fois sur l'autre. Voilà, donc vous allez certainement trouver votre bonheur. Sinon, vous avez toujours la case autre que vous pouvez cocher. Eh bien, alors on voit une majorité d'universités aujourd'hui présents, suivies par des personnes qui travaillent dans des organismes de recherche, tout ce qui est établissement de santé,
Voilà, mais on a aussi des grandes écoles, des personnes qui travaillent dans des associations, des fédérations, établissements publics d'un autre type. 4% de personnes qui travaillent dans une PME aujourd'hui, cabinet. Très bien. Je laisse. Je pense que tout le monde a participé. Juste un petit instant. Vous voyez l'affichage en camembert, c'est toujours plus visuel. Voilà, donc très bien. Bah, écoutez, on est arrivé à la fin de ce petit brise-glace. Donc merci pour votre participation. On va enchaîner du coup avec l'introduction de ce jour. Je vais arrêter mon partage pour vous laisser. C'est ma collègue de le support. Alors voilà, donc ceci étant dit, donc un petit rappel toujours qui va bien, voilà, pour vous dire que ce que nous vous donnons comme information ici sont des informations que nous récupérons des documents de la Commission européenne, voilà, et que c'est sous réserve de bonne interprétation, avec les informations voilà, qu'ils nous donnent aussi par ailleurs. Donc ceci étant dit, voilà, je vous propose de démarrer le webinaire de ce jour qui, vous l'avez compris, se focalise sur le suivi financier des projets Horizon 2020, donc de la programmation précédente, et cela dans le but de se préparer au mieux à un éventuel audit financier qui peut toujours survenir plusieurs années après la fin des projets. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est du coup de faire un rappel plutôt rapide des règles d'éligibilité et des règles de financement de ces projets H2020 et de vous donner un certain nombre de conseils, de points clés sur la gestion financière d'un projet H2020. De ce fait-là, ne seront pas abordés au contraire la gestion des projets Horizon Europe. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui et nous faisons tout le reste de l'année des différents webinaires vers lesquels je vous renvoie sur les projets Horizon Europe. Nous ne parlerons pas des lump sum. Là aussi, nous faisons des webinaires et nous en prévoyons un au mois de mars sur le lump sum. Et puis les autres coûts qui sont plus spécifiques. Voilà, donc ça c'est pour vous dire ce que nous allons voir aujourd'hui et vous aurez comme toujours voilà, accès après, c'est pratique pour naviguer dans le support, donc ce sommaire cliquable pour vous rendre sur les différentes parties. Donc nous allons parler coûts de personnel pour commencer, des autres coûts directs par la suite. Nous ferons aussi un petit focus sur les tierces parties et nous finirons sur quelques ressources utiles. Voilà, j'en profite parce que j'entendais un petit peu de bruit. Voilà, n'oubliez pas de bien désactiver vos micros, s'il vous plaît, si ce n'était pas le cas. Voilà. Donc, je vous présente l'équipe du PCN juridique et financier. Actuellement, nous sommes 4 personnes. Donc, mes collègues Irénée Créta, Cécile Barra et Cécile Bréhin sont présentes avec moi aujourd'hui. Voilà. Et nous espérons recruter une nouvelle personne qui complétera l'équipe du PCN. Donc, le PCN juridique et financier se charge de vous informer et de vous former sur les conditions de participation d'Horizon 2020, ce qu'on va faire aujourd'hui, et d'Horizon Europe, sur les aspects juridiques et financiers généraux du programme. On fait ça notamment à travers un certain nombre d'événements, comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi en répondant à vos questions, soit par mail, soit par téléphone. Et nous actualisons nos ressources juridiques et financières auxquelles vous pouvez accéder via le lien en bas de cette diapositive. Voilà, on met un certain nombre d'articles d'actualité et de nombreuses ressources dont on parlera peut-être très rapidement à la fin de ce webinaire. On voulait pour commencer vous rappeler qu'il y a des webinaires que nous avons faits dans le passé sur H2020 et qui peuvent en fait compléter, aller plus en détail que ce qu'on va vous raconter aujourd'hui.
Voilà, donc on vous les a listés ici parce qu'ils sont toujours d'actualité. Par exemple, voilà, donc en 2022, nous avons fait 2 webinaires dédiés à H2020, un qui était dédié au coût de personnel et au processus d'audit, l'autre au reporting, au certificat sur les états financiers et au subcontracting. Donc sur ces différentes questions, voilà, n'hésitez pas à aller voir ces 2 webinaires assez longs et complets. Et puis, nous renvoyons aussi vers des webinaires de 2021, mais néanmoins utiles, puisque là, on avait eu la participation de personnes de la Commission européenne et notamment du service commun d'audit. Voilà, donc ça peut toujours être intéressant de regarder ces webinaires sur ces différents sujets voilà, liés à la gestion d'H2020. Donc un rappel, même si c'est maintenant des chiffres un peu anciens, parce qu'on n'a pas réussi à obtenir des chiffres plus nouveaux, pour voilà, vous montrer que le taux d'erreur, il va surtout se concentrer, vous le voyez, avec plus de 60% sur les coûts de personnel qui sont déclarés en coûts directs. Voilà. Mais on a aussi des autres types de coûts qui peuvent être source d'erreur. C'est le cas notamment du subcontracting qui a un joli taux d'erreur effectivement à plus de 10% ici. Voilà, donc ça, c'est les chiffres au niveau européen et c'est voilà, selon les années, mais c'est sensiblement en général la même chose. On retrouve à peu près les mêmes données. Donc, vous dire, voilà, et c'est pour ça qu'on commence par ça, une attention toujours particulière est portée au coût de personnel. Donc voilà, et ça me fait une transition toute trouvée pour démarrer donc par effectivement les coûts de personnel sous Horizon 2020. Et donc je passe la parole tout de suite à ma collègue Irénée et je reviens un peu plus tard. Merci Fanny et bonjour à toutes et à tous. Donc oui, on va commencer avec les premiers sujets qui sont donc les coûts de personnel. Et on va faire un petit rappel des principes des bases et des règles donc, qui s'appliquent dans le cadre de ces programmes parce qu'il faut faire attention entre Horizon 2020 et Horizon Europe. Il y a eu un changement dans la méthodologie des calculs, donc c'est bien de rappeler les règles spécifiques d'Horizon 2020. On peut trouver dans Horizon 2020 deux régimes pour calculer les coûts de personnel. Et le premier, qui est le plus fréquent aussi, celle qui est utilisée dans la plupart des cas, c'est les coûts réels, en utilisant donc les coûts réels de chaque personne appliquée sur le projet. Et on va calculer son taux horaire qu'on multiplie pour son temps d'implication dans les projets. Et la deuxième modalité, c'est les coûts unitaires. Les coûts unitaires, on peut les retrouver dans deux cas différents. On peut le retrouver dans les cas des coûts moyens qu'on appelle dans le langage du Model Grant Agreement Average Personal Cost. Ça veut dire que c'est les cas dans lesquels ou à l'intérieur de l'entité, de l'organisation, on utilise au niveau comptable un coût moyen de personnel. Et donc après, ce coût moyen de personnel est aussi utilisé dans le cadre de la déclaration des coûts des projets Horizon 2020. Donc, c'est une option qui peut s'appliquer exclusivement si les coûts moyens de personnel est déjà une pratique comptable interne dans l'entité. La deuxième option concerne les PME et c'est en fait un coût unitaire qui est préétabli par la Commission. Il y a un coût unitaire spécifique pour chaque pays de l'Union européenne et ces coûts unitaires servent pour déclarer les coûts des dirigeants des PME qui ne reçoivent pas un salaire ou des personnes physiques qui sont bénéficiaires. Donc, une personne physique qui participe en tant que bénéficiaire à l'intérieur d'un projet et que donc elle n'a pas employé par une entité. Et pour déclarer ces coûts de personnel, elles peuvent s'en servir de ces coûts unitaires préfixés par la Commission. Et donc, dans les deux cas, soit les cas, non, encore la slide d'avant, merci. Dans les deux cas, soit les cas de coûts moyens de personnel que les cas des coûts des dirigeants des PME ou des personnes physiques bénéficiaires, la formule qu'on utilise est les montants
par unité qui est multiplié par le nombre réel d'unités et impliqué donc les temps que la personne a passé sur le projet. Et les deux options, c'est au choix du bénéficiaire. Donc, ce n'est pas prédéterminé par la commission, mais c'est le bénéficiaire qui peut choisir si appliquer les coûts réels, que comme je disais, ça s'applique dans la plupart des cas, ou s'il y a les conditions pour appliquer ou les coûts moyens des personnels ou les coûts des dirigeants des PME. Slide suivante pour montrer la formule de calcul des coûts réels. Donc, on va se focaliser maintenant sur l'option la plus utilisée. Et la formule, je l'avais mentionnée rapidement tout à l'heure, est très simple parce que donc il faut multiplier les heures que la personne a travaillé sur le projet pour les taux horaires de la personne. Donc, pour chaque personne physique, il faudra calculer son taux horaire. Et les taux horaires se calculent de la manière suivante. Comme vous voyez, il y a l'encadré en bas. Et donc, c'est les coûts de personnel annuels ou mensuels qui est divisé par les heures productives annuelles ou mensuelles. Donc, c'est chaque entité qui décidera si faire ses calculs sur base annuelle ou sur base mensuelle. Donc, il faudra par conséquent adapter les deux éléments de la formule. Et une fois qu'on aura obtenu les taux horaires, on va les multiplier par les heures travaillées. Et si on passe à la slide suivante, on va voir plus spécifiquement comment déterminer les heures travaillées. Et cet élément-là se détermine grâce à l'enregistrement du temps. Ça veut dire que chaque personne qui travaille au projet doit forcément tracer les temps passés sur les projets et via un système d'enregistrement du temps qui est considéré fiable, comme spécifié par la commission. Et normalement, les plus classiques sont les feuilles de temps. Et si votre entité a déjà cette pratique habituelle d'utiliser des feuilles de temps, vous pouvez continuer à les faire. L'important, c'est que ces feuilles de temps que vous utilisez respectent les critères minimums qui sont indiqués à l'intérieur de l'AGA. Et comme vous voyez, il y a donc l'indication de l'article dans lequel vous pouvez retrouver toutes les indications par rapport aux feuilles de temps. Et il y a aussi un modèle qui est proposé par la commission. C'est un modèle pas obligatoire. Et donc, dans les cas où vous partez de zéro, vous n'avez rien, éventuellement, vous pourriez vous baser sur ces modèles. L'important, c'est de respecter tous les critères qui sont indiqués dans l'AGA. Une alternative à l'enregistrement du temps via des feuilles de temps est la déclaration de travail exclusive. Cette option qui est proposée dans Horizon 2020 est une option donc qui s'applique exclusivement pour les personnes qui travaillent à 100% sur les projets et que donc leur temps est intégralement dédié au travail sur les projets. Il n'y a pas c'est pas possible qu'il y ait d'autres activités, même si petites, même si c'est 4 ou 5 heures pendant un mois, qui se croisent à l'intérieur parce que sinon on risque une remarque en cas d'audit. Donc, il faut vraiment que la personne travaille 100% sur les projets. Et dans ces cas-là, vous pouvez utiliser cette déclaration. Là aussi, vous retrouverez des spécifications et un modèle des déclarations à utiliser. Et ça vous permettra donc de faciliter la tâche de calculer les temps passés sur les projets. Et voilà, je pense que je peux passer la parole à Fanny pour continuer avec les audits. Oui. Merci René. Du coup, je reprends effectivement pour vous parler des erreurs, pas des horreurs, pardon pour ce lapsus, qui sont les plus détectées concernant les coûts de personnel lors des audits H2020. Donc ça, c'est des données que nous avons du coup récupérées évidemment des auditeurs de la commission eux-mêmes. Donc la première erreur, c'est le calcul incorrect des heures productives. Ça, c'est vrai que c'est une erreur assez fréquente puisque cette méthode est loin d'être intuitive et facile. Voilà, donc
elle génère énormément d'erreurs. Il y a aussi beaucoup d'erreurs sur les coûts de rémunération pris en compte qui sont incorrects. Voilà, par exemple, des éléments de rémunération qui ne sont pas réels rattachés à la personne concernée. Parmi les erreurs les plus fréquentes, on retrouve aussi l'erreur d'un nombre incorrect d'heures de travail qui va être déclaré sur le projet. Et d'autres types d'erreurs. Le plus souvent, c'est vrai que dans ces autres types d'erreurs, on remarque des rejets liés aux feuilles de temps qui ne sont pas correctement remplies ou qui sont tout simplement manquantes et qui du coup remettent en cause l'éligibilité des coûts de personnel correspondants. Donc pour éviter ces erreurs sur les coûts de personnel, il faut vous assurer que le temps déclaré pour chacune des personnes sur le projet et qui a été donc chargé est bien correct. Donc vérifiez vos calculs plus d'une fois. J'ai envie de vous dire, c'est assez important, surtout voilà, encore une fois, vu la complexité des formules. Vérifiez bien aussi que le temps enregistré correspond aux conditions d'éligibilité d'âge 2020, sans déclarer par exemple du temps de formation qui ne serait pas éligible, pour prendre un exemple. Assurez-vous aussi que la rémunération qui figure du coup au numérateur de la formule de calcul est bien correcte. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard, plus en détail. Et également, assurez-vous que les heures productives qui sont dénominateurs de cette même formule sont bien aussi correctes. Donc justement, pour entrer plus dans le détail, voilà, sur le numérateur de la formule qui permet de calculer le taux horaire. Donc là, en fait, on parle des coûts de personnel voilà, qui font l'objet de beaucoup d'erreurs. Donc on inclut là le salaire de base, les contributions sociales, que ce soit les charges patronales comme les charges salariales, tout cela est éligible, ainsi que les différentes taxes et autres coûts qui sont inclus dans la rémunération. Très souvent, nous, quand on a des questions, on explique que tout ce qui est présent dans une fiche de paye, en général, est éligible au regard des règles d'âge 2020. Donc voilà, donc il faut que ces éléments étant bien sûr présents dans ces fiches de paye parce qu'ils sont prévus par la législation sociale et le référentiel RH qui est applicable. Voilà. En revanche, quels éléments peuvent être exclus de ces coûts de personnel? Donc, sous tous les coûts qui n'appartiennent pas à la catégorie de budget, par exemple, voilà, c'est rare, mais ça peut arriver dans certains cas, tout ce qui relève des remboursements, je sais pas, de frais annexes ou qui devraient être dans les coûts indirects. Il y a des éléments de rémunération inéligibles qui sont listés à l'article 6.5 du modèle de Grand Agreement des annotations d'âge 2020. Vous avez aussi des éléments de rémunération qui peuvent être non individualisés. Voilà, on calcule un pourcentage arbitrairement. Ou surtout aussi, c'est peut-être moins le cas maintenant, mais des primes très spécifiques puisqu'elles elles sont vraiment versées en lien avec l'obtention d'un financement européen. Voilà. Donc les primes de manière générale, elles font partie de la rémunération, elles sont éligibles, mais là vraiment quand on est dans ce cadre-là, on va parler d'un effet d'aubaine et ça va être retoqué par la Commission européenne. Voilà, maintenant que j'ai parlé du numérateur, un petit focus sur le dénominateur toujours de cette formule pour calculer le taux horaire des coûts personnels dans H2020. Donc là, en fait, on parle des heures productives. Donc il y a, comme vous le voyez sur cette diapositive, 3 modalités qui vont vous permettre de déclarer, de calculer ces heures productives dans les projets H2020. Donc, soit vous partez du postulat que vous allez utiliser le forfait de 1720 heures. Là, ce qui est pratique avec ce forfait, c'est peut-être par défaut ce qu'on peut vous conseiller au sein du PCN. Voilà, c'est que vous n'avez pas à expliquer
pourquoi et comment vous utilisez ce forfait. Voilà, c'est un espèce de joker et vous n'avez pas forcément au niveau réel à atteindre réellement ce forfait de 1720 heures pour pouvoir l'utiliser comme option. Donc c'est assez confortable parce qu'il n'y a pas à le justifier. Voilà, donc c'est certainement l'option la plus simple, surtout si vous débutez en la matière et que vous êtes moins aguerri voilà, sur ces questions de coût de personnel. Après, vous pouvez aussi utiliser le temps productif annuel qui est calculé individuellement, donc pour chaque agent, chaque personne que vous allez déclarer dans les projets. Donc, il faut là faire attention à bien déduire toutes les absences de la personne, voilà, les congés, les maladies, etc. Il y a également donc le temps de productif, et ça c'est la troisième option annuelle standard. Donc ça c'est à utiliser si au niveau RH, habituellement, c'est notre conseil, vous avez effectivement ce temps productif annuel standard qui est calculé d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc là vous pouvez l'utiliser à condition que ce standard corresponde à plus de 80, au moins 90% du temps légal du travail qui s'applique dans le pays. Voilà, donc ça, c'est la troisième option. Donc attention parce que quel que soit le choix que vous faites, les auditeurs vont bien vérifier que la même option, donc de ces trois options modalités, est utilisée au moins par catégorie de personnel, voire par l'ensemble de votre personnel pour tous les projets H2020 sur une même année. Donc, vous ne pouvez pas, voilà, entre les personnes, faire des choix différents, à moins que ce soit des catégories de personnel et que vous avez bien gravé dans le marbre, voilà, que pour telle catégorie de personnel, vous utilisez telle option. Voilà, donc attention à ça, il faut être constant d'un projet à l'autre. Donc, une autre, voilà, une autre source d'erreur, c'est la formule de calcul qu'on vous présentait un tout petit peu plus tôt. Donc, attention à cette formule de calcul, encore une fois, qui n'est pas forcément très simple. Donc, voilà, donc elle va vraiment s'appliquer à tous les personnels, en plus, en coût réel. Et on sous-entend par là que même ceux qui travaillent à 100% sur les projets sont concernés. C'est bien marqué dans les annotations très clairement, voilà, vous devez passer à la moulinette, même les coûts des personnels à 100% affectés sur les projets, voilà, pour déterminer du coup leur taux horaire. Voilà. Donc faites attention à cet écueil qui est quand même assez fréquent. Enfin, une autre erreur assez fréquente, ce sont les congés maladie. Voilà, donc les arrêts de travail, parce qu'il faut faire bien attention à ne prendre en compte que les arrêts de travail sur motif de maladie qui sont vraiment déclarés en tant que tels auprès de la sécurité sociale. Voilà. Donc, parce qu'il y a un certain nombre de cas où en fait ce n'est pas réellement ce qui a été déclaré auprès de la Sécu et donc voilà, ça crée des erreurs. Et donc là, il faut les déduire dans le calcul du temps productif, sauf pour la dernière option que je vous présentais juste avant, donc l'option annuelle standard, parce que justement, elle fait une moyenne des absences, y compris des arrêts maladie, donc il ne faut pas la déduire deux fois. Donc attention aussi à ce type d'erreur. Et voilà. Et du coup, sur les catégories de personnel également, on relève un certain nombre d'erreurs. Attention, voilà, à bien vous assurer que les personnes sont employés, salariés de la structure, ou si ce n'est pas le cas, voilà, de bien catégoriser le type de personnel. Il y a aussi voilà, la catégorie A2 quand c'est un lien d'emploi qui est différent où il n'y a pas d'emploi salarié qui existe. Et attention particulièrement au cas des stagiaires, nous le rappelons ici, que les stagiaires en France sont réputés être en formation et non travaillés, et c'est pourquoi les stages ne sont pas éligibles en coût direct dans les projets H2020.
Pour ce qui est des doctorants, voilà, en règle générale en France, voilà, si on signe un contrat doctoral, c'est un contrat de travail et là, c'est vraiment du coup éligible puisqu'on est voilà, dans la philosophie donc de l'article, hein, donc vous avez mis les références ici, donc c'est work oriented, alors que les stagiaires, eux, sont plutôt training oriented dans la grande majorité des cas. Voilà, donc attention aussi parce que les doctorants sont très souvent déclarés comme travaillant à 100% sur les projets. Voilà, mais pourtant, ce sont quand même des personnes qui sont là pour se former et qui peuvent avoir des périodes d'absence, voilà, différentes périodes dans lesquelles ils sont en formation. Et là, ce n'est pas du temps éligible et du coup, vous pouvez pas les déclarer à 100% sur ces périodes-là. Voilà pour les erreurs à éviter. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue Cécile Bréhin pour vous donner quelques conseils et bonnes pratiques. Merci Fanny, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, quelques conseils pour éviter les erreurs. Dès le départ, en fait, ce qu'on conseille quand même de faire, c'est de mettre en place une procédure commune à l'ensemble de vos projets pour le calcul des heures productives au sein de votre entité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permettra d'uniformiser bien sûr les pratiques dans votre organisation et ainsi réduire les risques d'incohérence entre différents projets. Et ça permettra notamment une meilleure traçabilité et simplifier aussi les audits éventuels. Dans le cas du coup où votre option de calcul est selon le temps productif annuel standard, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'établir tous les ans en fait une note sur la méthode de calcul de ces heures productives. Et un autre conseil là-dessus qu'on peut vous donner, c'est en fait d'organiser une réunion de démarrage de projet et notamment pendant cette réunion, d'y présenter notamment le logiciel d'enregistrement du temps, notamment pour les nouveaux utilisateurs, ce qui pourrait simplifier beaucoup et éviter quelques erreurs. Slide suivante, s'il te plaît, Cécile. Donc, une fois que vous avez une procédure commune, passons à un autre point, la gestion des feuilles de temps. Comme le disait en complément de ce que disait Fanny tout à l'heure, les auditeurs constatent régulièrement en fait des problèmes avec notamment des feuilles mal datées, des incohérences justement entre congés et heures déclarées, ou encore des temps plein chargés sur différents projets, ce qui peut poser le problème de double financement. Et évidemment, ce sont des erreurs évitables qui peuvent avoir des conséquences lourdes, comme notamment des remboursements qui pourraient être effectués. Pour ça, pour les éviter, ce qu'on vous conseille, c'est quand même de reconstituer toujours l'activité complète de la personne, en incluant notamment ses congés et son temps partiel s'il y en a, pour détecter d'éventuelles incohérences, tout simplement. Et aussi d'utiliser une seule et même feuille de temps par personne pour tous les projets, au lieu de plusieurs feuilles par projet. Ça simplifiera notamment les contrôles. Et enfin, assurez-vous que les heures sont déclarées par jour ou par mois, en fait, selon une unité de temps cohérente qui est notamment adaptée à vos besoins. Donc, comme on l'a écrit, c'est pas forcément de modèle calendaire. Et si vous appliquez ces principes, vous limitez notamment déjà beaucoup de risques, mais on va maintenant parler des ajustements après coup. Donc, il est parfois évidemment nécessaire de corriger certaines déclarations, mais attention, ces ajustements sont quand même encadrés. On peut corriger notamment évidemment des erreurs de calcul, mais les coûts déjà déclarés ne peuvent pas être modifiés. Pour vous aider, on vous a mis quelques références sur la slide, notamment l'article 6.2.A1 et 20, dans lequel vous trouverez des exemples précis de ce qui est autorisé dans l'AGA de Horizon 2020. Il y avait aussi une autre ressource utile qui est le guide en ligne de How to Add an Adjustment, qui propose en fait une démarche un peu pas à pas pour effectuer vos corrections dans le système. Donc ces règles évidemment strictes sont un rappel que la rigueur dans la préparation initiale de déclaration vous évitera en fait vous évitera justement de faire ces ajustements complexes. Et on vous a mis ensuite quelques ressources. Vous avez 3 ressources du PCN, donc juridique et financier, notamment un webinaire qui date de 2022, ainsi que 2 fiches pratiques que vous pouvez retrouver sur notre site, et 2 autres aussi ressources de la Commission européenne. Voilà, je laisse la parole ensuite à
à Cécile, à l'autre Cécile. Merci. Merci Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Je vais prendre le relais maintenant sur les autres coûts directs et la sous-traitance sous H2020. Alors, on a mis une petite astérisque à côté de sous-traitance parce que c'est une traduction que nous faisons de subcontracting, mais ce n'est pas nécessairement de la sous-traitance. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'autres coûts directs et de sous-traitance? Le principe de base, lorsque l'on va dans un projet européen, qu'il s'agisse d'un projet H2020 ou d'un projet Horizon Europe, c'est que, en tant que bénéficiaire, on est supposé avoir les ressources pour mener à bien ce projet, mais la convention de subvention autorise également le recours à des tiers et en particulier la possibilité pour les bénéficiaires d'acheter des biens ou de confier des travaux et des services à des tiers ou de faire appel à des sous-contractants ou sous-traitants pour exécuter des tâches qui sont nécessaires à la mise en œuvre de l'action. Quand on parle d'autres coûts directs, on parle essentiellement de trois catégories de coûts. Comme Fanny l'a dit en introduction, on a exclu aujourd'hui de ce webinaire certaines catégories de coûts spécifiques. Donc aujourd'hui, on ne va parler que des frais de mission, des équipements, des achats de biens, travaux et services et du subcontracting. Donc, quand on parle d'autres coûts directs, on parle, et c'est une catégorie de coûts qui est très largement admise et que l'on retrouve très largement dans les projets. On parle de frais de mission. Donc, frais de mission, ce sont les frais de voyage et de séjour qui sont nécessaires à la mise en œuvre du projet, qui sont en lien avec les tâches du projet. Et ça va concerner essentiellement les réunions de projet, les visites et les rendez-vous chez les différents partenaires, mais également la participation aux conférences pour les activités de dissémination et de dissémination des résultats. Pour ce qui est de cette catégorie frais, catégorie D1 dans le budget, tous les bénéficiaires doivent respecter leurs pratiques habituelles, c'est-à-dire leurs pratiques habituelles en termes de prise en charge de frais de voyage et de remboursement de frais de séjour. La deuxième catégorie sur laquelle on voulait vous dire quelques mots, c'est la catégorie D2, dans laquelle on va positionner les achats d'équipements. Toujours de la même manière, cette catégorie-là est en lien avec les besoins du projet et la mise en œuvre des activités du projet. Il y a cependant une règle spécifique concernant les équipements. Dans la très grande majorité des cas, la règle de déclaration des coûts n'est pas le coût d'achat de l'équipement, mais ce que les bénéficiaires auront à déclarer, c'est l'amortissement de l'équipement au prorata de l'utilisation ou du taux d'utilisation effectif de cet équipement dans le projet concerné. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance important. Il y a dans les annotations de la convention de subvention et dans la convention de subvention des possibilités, mais qui sont restreintes, de déclarer le coût d'achat. Et donc, il est très important de savoir quelles règles s'appliquent au démarrage du projet pour savoir quel coût déclarer. Et dernière catégorie
de coûts directs dont nous voulions vous parler aujourd'hui. C'est la catégorie D3 du budget qui concerne les achats de biens, travaux et services. Toujours, pour rappel, la règle de base, c'est le lien avec le projet et la nécessité pour la mise en œuvre du projet. Et cette partie-là concerne en général une portion limitée en termes de coûts dans la mise en œuvre des projets. Que se passe-t-il en cas d'audit? Sur ces trois catégories-là, bien évidemment, les auditeurs vont vérifier si ces coûts ont été réellement encourus par le bénéficiaire et ils constatent très souvent des erreurs entre les montants qui sont déclarés et les pièces justificatives. C'est-à-dire on déclare un montant et on peut avoir un montant différent dans les factures. Souvent, ce sont des erreurs humaines, mais il faut être attentif aux montants qui sont déclarés. L'erreur est toujours admise, mais bien évidemment, il faut faire attention à ce qu'elle ne soit pas récurrente parce qu'elle pourrait être qualifiée d'erreur systémique pour le bénéficiaire. Les auditeurs vont également vérifier que les pièces justificatives sont bien au nom du bénéficiaire. Donc, c'est ça répond à la condition d'éligibilité d'une dépense qui doit être encourue par le bénéficiaire. Et encourue par le bénéficiaire, ça veut dire que les factures sont au nom du bénéficiaire. Mais au-delà de ça, les auditeurs chercheront à retrouver dans la comptabilité du bénéficiaire les coûts qui sont justifiés. Donc, il faudra apporter également la preuve que ces coûts-là sont bien enregistrés dans la comptabilité du bénéficiaire. Nous avons noté là le point de vigilance particulier qui dit « Attention, pas de refacturation par le bénéficiaire ». Cette règle-là concerne essentiellement la vérification de l'absence de double financement, puisque bien évidemment, ce que l'on se fait rembourser au titre d'un projet H2020, on ne peut pas se le faire rembourser au titre d'un autre projet, quand on est financé à 100%. Et puis le dernier point, les auditeurs vérifieront bien évidemment que le paiement a eu lieu, c'est-à-dire que la créance est certaine, liquide et exigible. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les autres coûts directs en cas d'audit? Bien évidemment, les auditeurs vérifieront que les dépenses ont été encourues pendant la période du projet. Donc, par recoupement, ils vérifieront les dates de facture, les bons de livraison, les documents de transport. Et c'est important de documenter tous ces aspects-là pour se préparer à des questions d'auditeurs. Et que, je le disais tout à l'heure, que les coûts sont bien enregistrés dans la comptabilité du bénéficiaire et donc être en capacité d'apporter la preuve dans la comptabilité du bénéficiaire que les coûts y figurent. Il y a deux exceptions à ces règles-là. Avant le début du projet, certains coûts sont éligibles, mais ils sont très limités. Ça ne concerne que les coûts qui sont relatifs à l'organisation de la réunion de lancement du projet, qui peut être antérieure au T0 du projet, on va dire, dans la convention de subvention. Et la deuxième exception, à l'autre bout de l'histoire du projet, c'est après la fin du projet. Les coûts qui sont éligibles sont ceux qui sont relatifs à la préparation du rapport final, c'est-à-dire que la période d'éligibilité est étendue de 60 jours, mais uniquement pour la préparation du rapport final. Les auditeurs vérifieront par ailleurs que les bénéficiaires ont respecté
ce que l'on appelle communément les principes de bonne gestion financière. Et par conséquent, pour les différentes catégories de coûts, et en particulier sur les coûts d'achat, il sera vérifié que le bénéficiaire a respecté le principe de meilleur rapport qualité-prix, Best Value for Money, qui est écrit et repris dans la convention de subvention. Il y aura également une vérification de l'absence de conflit d'intérêt. L'absence de conflit d'intérêt, en particulier dans la sélection des fournisseurs. Dans la sélection des fournisseurs pour les achats ou sélection des fournisseurs pour ce qui est du subcontract. Il sera également vérifié que le bénéficiaire respecte ses règles internes, qu'il respecte sa propre norme, c'est-à-dire ça va être sa politique voyage, par exemple, également sa politique en termes d'amortissement, son tableau d'amortissement, et si le bénéficiaire n'a pas pris le soin de formaliser toute sa norme interne, à minima, les auditeurs vérifieront que des principes financiers de gestion sont appliqués de manière constante et cohérente. Et peut-être un dernier point de vigilance sur ces catégories de coûts, c'est attention à la TVA. De manière générale, la TVA n'est pas un coût éligible, sauf en ce qui concerne la TVA non déductible ou non identifiable. Donc, la TVA non déductible, c'est celle qui n'est pas, en général, c'est celle qui va être supportée in fine. Si on prend le cas de quelqu'un qui part en mission, la personne qui part en mission supporte de la TVA et celle-là, elle est éligible parce qu'elle est non récupérable, non déductible. Et il arrive dans certains cas que certaines pièces justificatives ne permettent pas d'identifier s'il y a de la TVA ou pas. Et donc, celle qui est non identifiable est éligible. Un petit focus sur les coûts d'équipement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les achats d'équipements sont autorisés dans les projets européens dès lors que ces équipements-là permettent de réaliser les tâches du projet et d'atteindre les objectifs du projet. Il convient de respecter les règles d'achat du bénéficiaire, de respecter la règle du meilleur rapport qualité-prix, l'absence de conflit d'intérêt, tous les principes qui ont été rappelés au préalable. Et pour rappel, la déclaration des coûts d'équipement sera limitée à la déclaration de l'amortissement de l'équipement au prorata de l'utilisation de cet équipement dans le projet concerné. Ces règles-là, de base étant rappelées, il y a des points de vigilance qu'il convient d'avoir en tête. Il ne faut pas confondre la durée d'utilisation d'un équipement, c'est-à-dire la durée d'amortissement suivant le plan comptable du bénéficiaire ou les règles d'amortissement du bénéficiaire, et la durée de l'action. La durée de l'action peut avoir une durée inférieure, l'action peut avoir une durée inférieure à la durée d'amortissement ou supérieure. Et dans tous les cas, la déclaration de l'amortissement sera bornée à la durée d'amortissement de cet équipement dans la comptabilité du bénéficiaire.
Et si l'équipement n'est pas utilisé exclusivement pour l'action, ça peut arriver, ça arrive assez souvent, ça veut dire que l'utilisation de l'équipement pour le projet doit être mesurée et tracée, et que la traçabilité de cet équipement est auditable. Donc, un auditeur peut questionner la manière dont l'utilisation de cet équipement est déclarée. Et à titre de conseil, on vous invite bien évidemment à mettre en place dès la mise en service de l'équipement, un suivi du temps d'utilisation de cet équipement. Et alors, c'est le mettre en place dès la mise en service, mais c'est aussi y réfléchir au montage du projet, même si aujourd'hui, il n'y a plus de montage de projet H2020, mais la règle reste vraie pour Horizon Europe parce que ce sont les mêmes règles de déclaration. C'est réfléchir à la mise en place d'un suivi d'utilisation d'un équipement s'il n'est pas utilisé à 100% pour le projet et que ce suivi d'utilisation puisse être potentiellement mis à l'épreuve de la question par un auditeur. En cas d'audit, le bénéficiaire, pour les achats d'équipements, doit être en capacité de démontrer le meilleur rapport qualité-prix. Et ça veut dire qu'il faut documenter les conditions de sélection du fournisseur, mise en concurrence, le critère de sélection, la manière dont l'analyse des offres est effectuée. Il faut le documenter, il faut conserver la documentation pendant toute la période d'auditabilité du projet, bien évidemment, et être en capacité de démontrer que l'on a respecté, en tant que bénéficiaire, ses propres règles. Et également être en capacité de démontrer l'absence de conflit d'intérêts dans la sélection du fournisseur pour un achat d'équipement et avoir des éléments de preuve de la mise en concurrence adaptée. J'en ai terminé pour les catégories D1, D2, D3 et les équipements. Et je vais passer la parole à ma collègue Irénée pour la partie subcontracting. Merci Cécile. Oui, je prends les relais pour donc continuer et vous présenter ces cas spécifiques de la sous-traitance que Cécile a un peu introduit déjà. En fait, on peut retrouver du subcontracting ou en français et sous-traitance dans un projet et lorsqu'il est prévu à l'intérieur de la convention des subventions. Ça, c'est effectivement une condition importante pour pouvoir s'en servir et utiliser et avoir un sous-traitant à l'intérieur de notre projet. Ça doit être bien prévu lors du montage. Et dans ces cas-là, signifie que les bénéficiaires s'insèrent d'un sous-traitant, d'un tiers, pour mettre en œuvre ces tâches du projet et une ou plusieurs tâches du projet. Et ça a des limites, bien évidemment, parce qu'en fait, un bénéficiaire ne peut pas externaliser à un sous-traitant toutes ses activités, toutes ces tâches, mais ça doit être qu'une partie limitée de ces activités du projet, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt afin que les bénéficiaires soient dans les projets s'ils délèguent toutes ces activités à l'extérieur. Et donc, outre à ces limites, il y a aussi une autre limite spécifique qui concerne les coordinateurs, parce qu'en fait, les coordinateurs ne peuvent pas sous-traiter les tâches liées à la coordination. Donc ça, c'est vraiment un point d'alerte. Et donc, juste pour résumer, on peut avoir une sous-traitance, c'est ça vraiment l'élément qui permet de distinguer la sous-traitance quand un bénéficiaire externalise ou délègue à l'extérieur, sous-traite une ou plusieurs tâches de ces activités
et qui représente quand même une partie limitée du projet. Et la sous-traitance est réglée à l'article 13 de la Convention des subventions pour Horizon 2020. Et voilà quels sont les points clés qui sont définis à l'intérieur de l'article 13. Donc d'abord, la sous-traitance doit être prévue à l'intérieur de la convention de subvention. Donc ça veut dire qu'on doit la prévoir au moment du montage. Et donc on doit la retrouver soit dans l'annexe technique, donc la description of the action, et dans les budgets. Pas de panique, si on n'a pas prévu notre sous-traitance au moment du montage et qu'on a besoin de l'insérer au cours de mise en œuvre, l'important c'est de prendre contact, que les coordinateurs prennent contact avec les project officers afin de régler la situation et voir s'il faut au moins ou non un avenant au projet et pour intégrer cette nouvelle sous-traitance. Et il y a un élément en commun avec les coûts d'achat que Cécile a présenté, parce qu'en fait, l'article 13 pour la sous-traitance, il nous dit que pour sélectionner les sous-traitants, on doit respecter les obligations de mise en concurrence. Donc, on doit choisir les sous-traitants ou sur la base du principe de best value for money ou sur la base du principe lowest price. Donc, un de deux pour permettre de démontrer qu'on a choisi vraiment les mieux sur le marché, qui nous permet d'avoir un bon résultat, un bon travail avec un bon prix. Et on doit bien sûr assurer des règles de transparence, l'absence des conflits d'intérêts. Et tout ça, donc, sont des éléments qui doivent être bien sûr documentés et en cas d'audit. L'autre élément qui caractérise la sous-traitance, c'est qu'elle ne génère pas des coûts indirects. Donc, en fait, on estime qu'un sous-traitant, quand il réalise une activité à l'intérieur du projet et donc après il demande les paiements d'un prix pour sa prestation, il inclut déjà dedans les coûts indirects qu'il a encourus. Et donc, ces coûts indirects sont payés déjà à l'intérieur de la facture. Donc, on n'a pas besoin de calculer au-dessous de ces prix des autres coûts indirects parce que les bénéficiaires n'ont pas d'autres coûts indirects encourus en lien avec les activités de la sous-traitance parce que la sous-traitance, comme on vient de dire, est externaliser complètement une tâche du projet. Donc là, les bénéficiaires ne font rien, il a juste donné l'activité à réaliser à l'extérieur. Et pour ça, la règle ne prévoit pas les calculs des coûts indirects. En tout cas, ce n'est pas nous qui devons faire les calculs parce que, comme vous savez, c'est les tableaux de budget et aussi en cas de reporting, les tableaux de la déclaration financière qui réalisent tous les calculs, mais c'est bien d'avoir en tête que les montants destinés à la sous-traitance ne sont pas générateurs de coûts indirects. Et l'autre et dernier élément à souligner de l'article 13 est que les sous-traitants est une entité, une personne auditable. Donc, si les bénéficiaires qui a fait appel à un sous-traitant subit un audit, les sous-traitants peuvent être aussi audités pour vérifier comment il a réalisé sa tâche, si les paiements de prix et tout ça, donc si tout a été mené de manière correcte. Et on voit maintenant qu'est-ce qu'il passe en cas d'audit par rapport à la sous-traitance. Et quels sont les points normalement les plus contrôlés sur lesquels il faut faire attention. Ça rejoint un peu ce qu'on vient de voir avec Cécile sur les coûts d'achat. Alors, il faut d'abord, d'un point de vue économique et financier, il faut la correspondance entre les montants qui ont été déclarés et les documents, comme par exemple les factures. Donc, il faut que les prix qui est indiqué à l'intérieur de la facture soient les mêmes qui est indiqué à l'intérieur du rapport. Et il faut tous les documents administratifs qui concernent la sous-traitance, comme les bons de livraison, les documents de transport, les factures, et tout doit être bien signé, daté, et les projets, on doit démontrer
et pouvoir démontrer les liens entre les factures et ces documents-là et les projets. Donc, on doit pouvoir comprendre en lisant ces documents-là qui elles se réfèrent à la sous-traitance du projet et en question. Les documents doivent aussi, bien sûr, être adressés aux bénéficiaires et, comme je viens de dire, spécifiquement au projet. Et les coûts doivent être aussi, les coûts que nous avons déclarés, être correctement comptabilisés en suivant les pratiques comptables du bénéficiaire. Donc, tout ça doit être toujours bien aligné avec les pratiques internes. Les paiements doivent aussi y avoir eu lieu, ou si c'est vraiment pas le cas, parce que donc c'est vraiment rapproché par rapport à la date de réalisation des sous-traitances, il n'y a pas eu encore suffisamment de temps où il y a eu des problèmes, la créance doit être certaine, liquide et exigible. Et enfin, comme je viens de dire, on doit être capable de prouver qu'on a respecté les best value for money ou les lowest price. Comme je disais tout à l'heure, on doit conserver, donc garder bien tous les documents qui prouvent qu'on a mis en place une mise en concurrence qui permet donc de sélectionner les meilleurs sous-traitants dans des conditions de transparence et d'absence de conflit d'intérêts. Et pour terminer et boucler la boucle, c'est un petit tableau récap qui fait la différence en fait entre les biens, les travaux et les services, les achats des biens, travaux et services, excusez-moi, que Cécile vient de présenter, et la sous-traitance. En fait, il s'agit de deux catégories qui souvent font questionner les porteurs de projets et surtout en phase de montage, mais même pendant la gestion, on peut se questionner si on est devant une sous-traitance, un achat des biens, travaux et services. Donc là, vous trouverez les éléments qui permettent de distinguer bien les uns et les autres. Donc d'abord, la définition, parce que comme je disais tout à l'heure, la sous-traitance concerne l'externalisation d'une tâche prévue à l'intérieur de l'annexe technique du projet. Donc, il s'agit vraiment d'une partie des activités et du bénéficiaire qui sont réalisées par un tiers externe. Dans les cas des achats des biens, travaux et des services, il s'agit d'une activité qui est plus petite parce qu'en fait, les bénéficiaires externalisent exclusivement une petite activité, comme par exemple un service ou à l'achat d'un produit qui lui sont nécessaires pour mener bien la tâche. Donc, c'est lui qui continue à réaliser la tâche, mais il demande juste à un tiers, un externe, de lui fournir un produit, un service ou des travaux pour bien réaliser cette tâche dont il est responsable. Donc ça, c'est la définition qui déjà permet de comprendre les différences entre l'un et l'autre. Et après, il y a aussi d'un point de vue formel d'autres différences. Donc d'abord, la sous-traitance, on la déclare à l'intérieur de la catégorie B, qui est les subcontracts. Et les achats de biens, travaux et services, on les déclare dans la catégorie D, qui est Other Direct Costs. Donc ça, il ne faut pas aussi se tromper parce que ce sont vraiment deux catégories différentes. Et aussi, il ne faut pas se tromper par rapport au troisième élément de différence qui concerne les coûts indirects. On disait que la sous-traitance ne génère pas des coûts indirects. Par contre, les achats des biens, travaux et services génèrent des coûts indirects. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à la catégorie dans laquelle on se place parce qu'on peut avoir des résultats d'un point de vue économique différents. Et juste pour terminer, je pense qu'on est à la fin de cette section. Quelques ressources pour aller un peu plus loin par rapport à les autres coûts directs de la sous-traitance. Il y a un webinaire de PCN juridique et financier que nous avons réalisé en 2023 sur Horizon Europe qui rentre bien dans les détails de la déclaration des autres coûts directs de la sous-traitance dans le cadre de l'ancien programme cadre. Il y a aussi un webinaire de la Commission européenne qui permet de bien détailler cet aspect-là.
Et après, sur les sites OPCN, vous pouvez retrouver aussi les fiches pratiques, soit sur les autres coûts directs que sur la sous-traitance, et qui ont été rédigés par les PCN pour mieux vous guider dans la gestion de ces deux catégories de coûts. Et voilà, je pense qu'on va vers la dernière partie. Donc, Fanny, je te laisse la parole. Oui, merci Irénée. Effectivement, on va enchaîner et terminer sur les tierces parties. On a toujours pas mal d'interrogations sur ces sujets-là. Donc voilà, de quoi parle-t-on de manière générale? Donc en fait, dans un projet, on va parler de tierces parties parce va avoir des entités légales qui vont potentiellement réaliser des tâches du projet ou bien fournir des biens, des services pour ce projet-là ou d'autres choses, mais qui ne vont pas signer la convention de subvention. Donc elles ne sont pas dans le premier cercle de ce qu'on appelle les bénéficiaires du projet qui reçoivent en direct la subvention et donc voilà, signent le contrat de financement. Donc on a distingué en fait dans ces tierces parties des projets Horizon 2020 trois différents types de tiers. Donc ceux qui réalisent une partie des tâches, des travaux, tels que c'est décrit dans l'annexe technique du Grant Agreement. Vous avez ensuite les tiers qui vont fournir des ressources en nature, que ce soit voilà, des biens, des services, ou que ce soit une personne qui sera mis à disposition voilà, pour que le projet puisse se faire. Et puis enfin, on a les tiers qui reçoivent un soutien financier d'un bénéficiaire dans le cadre d'un projet. Ça, c'est ce qu'on appelle souvent le cascade funding. Voilà, et c'est seulement lorsque c'est expressément prévu par l'appel à proposition. Donc pour continuer, on va rentrer un peu plus dans le détail de certains types de tierces parties qu'on va retrouver le plus souvent dans les projets, qui vont faire l'objet de plus d'interrogations. Donc, effectivement, vous avez dans le premier type que je décrivais à l'instant, vous avez en fait donc parmi ces entités qui vont contribuer, mettre en œuvre des tâches du projet, ce qu'on appelait dans Horizon 2020 les tierces parties liées. Et là, vous avez deux types. Donc le premier type, ce sont les entités affiliées, où vous avez en fait ici décrit les différents types de contrôles qu'il peut y avoir entre le bénéficiaire de la convention de subvention et son entité affiliée, donc qui est du coup un type de tiers. Donc quel que soit le contrôle, que l'une contrôle l'autre ou qu'elle soit au même niveau de contrôle, voilà, sachant que le contrôle, c'est rappelé ici, c'est quand on détient au moins 50% d'actions de droit de vote ou de pouvoir de décision majoritaire. Voilà, donc quel que soit le cas de figure, là on parle d'entité affiliée. Mais ces tierces parties liées, ça recouvre une autre réalité qui est celle du tiers avec un lien juridique. Donc là, c'est une relation légale qui est durable dans le temps, donc qui n'est pas circonscrit au temps du projet en fait. Et ça va être le cas d'une structure juridique, par exemple, le cas le plus fréquent, c'est le cadre associatif, où les membres d'une association du coup, est un tiers, sont des tiers, du coup, liés juridiquement, voilà, aux bénéficiaires. Donc, c'est vrai que le premier cas, c'est les entités affiliées. C'est souvent le cas dans les entreprises qui ont, voilà, des groupes avec différentes filiales. Et là, voilà, c'est bien éligible, mais attention à bien ajouter du coup les différentes filiales pour que les coûts afférents soient éligibles. Je sais que c'est souvent un écueil dans les entreprises. Voilà, donc faites bien attention à cela. Ensuite, voilà, vous avez vu qu'il y a les autres types, mais on n'y viendra pas dans le détail. On en a déjà parlé du subcontracting et des partenaires internationaux. On ne va pas plus le détailler ici, surtout que la sous-traitance, mes collègues viennent d'en parler assez en détail. Donc oui, ajouter aussi quelques éléments sur les tierces parties liées. C'est que les tierces parties liées, donc elles doivent bien être identifiées dans le Grant Agreement depuis le départ, avec un article spécifique, voilà, l'article 14. Elles sont du coup
elles doivent en fait suivre les mêmes critères d'éligibilité des coûts que les bénéficiaires. Et en fait, la spécificité des tierces parties liées, c'est qu'elles vont remplir leur propre rapport financier. C'est le seul type de tiers qui va faire cela. Et du coup, la CE peut leur demander une responsabilité solidaire en guise de garantie. Voilà, donc c'est un type de tiers assez spécifique. Il y a aussi l'exemple dans le public pour ces tierces parties liées, des fameuses unités mixtes de recherche avec différentes tutelles dans un même laboratoire, voilà, sur le même niveau. Voilà, je continue du coup maintenant avec les autres types de tierces parties. Donc, c'est quand on va faire des achats qui sont nécessaires à la mise en œuvre du projet. Ça encore, on en a parlé dans la partie précédente. Mes collègues ont été plus en détail, je n'y reviens pas. Mais vous avez le cas des mises à disposition de ressources. Donc là, vous avez dans ce cas de figure plus deux configurations. Soit c'est à titre gratuit, alors c'est rare, mais ça peut exister. Le plus souvent, nous, les cas qu'on a eus, ça va être dans des entités publiques. Voilà, où on va mettre à disposition des ressources à titre gratuit, mais ça peut très bien être un équipement, par exemple, qui est prêté, qui est mis à disposition gratuitement entre deux entreprises, par exemple. Et puis, on va avoir le cas où la mise à disposition, ça c'est le cas le plus classique, va se faire contre remboursement. Donc, dans ces deux cas de figure-là, voilà, c'est seuls des coûts réels éligibles du tiers qui peuvent être facturés. Ça ne va pas être une facture avec une marge qui va être faite, mais on parle seulement de coûts tels que les règles d'éligibilité classiques voilà, l'exigent. Ça doit être aussi indiqué à l'annexe 1 du projet. Voilà, sinon ça peut être effectivement approuvé lors du rapport, hein, mais vous avez toujours, c'est le cas aussi de subcontracting du coup, le risque que ces coûts soient rejetés s'ils n'avaient pas été identifiés au préalable. Voilà pour la mise à disposition de ressources qui est particulière, mais qui peut être utile. Autre cas de tiers, non, c'est vrai qu'on avait, alors on n'est plus rentré dans le détail, voilà, mais ces rappels à la fin sur différents poids d'intention de manière générale sur les tierces parties qu'on voulait vous donner. Donc attention, parce que dans tous les cas, ces entités ne signant pas la convention de subvention, encore une fois, c'est le bénéficiaire seul qui est responsable du travail qu'elles fournissent, ces entités tierces, et des coûts qu'elles déclarent. Voilà, donc si quelque chose dysfonctionne avec la tierce partie, c'est le bénéficiaire en fait qui sera tenu responsable et est bien conscient de ça. Le bénéficiaire doit s'assurer que la commission, ou alors au niveau OLAF ou au niveau de la Cour européenne des comptes, il ait accès aux informations pour éventuellement auditer les tierces parties auxquelles ils sont liés s'ils ont des tierces parties, encore une fois. Donc attention à ça aussi, à préparer ça bien en amont. Et en cas d'audit de la tierce partie, le bénéficiaire sera en copie du coup de tous les échanges et de toutes les communications. Voilà, parce qu'encore une fois, c'est lui qui est responsable vis-à-vis de la Commission européenne. Voilà, je pense que j'en ai terminé quasiment avec cette partie. Et juste, voilà, un petit cadeau, j'ai envie de vous dire, qui est ce tableau assez utile qui permet de catégoriser ces différents types de tierces parties. Ça peut être utile, voilà, si vous hésitez sur un cas ou un autre de tierces parties et les conditions qui sont propres à chacune. Je ne vais pas le présenter dans le détail. Et puis maintenant, du coup, on va passer à une session de questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions. Voilà, donc on va regarder avec ma collègue Cécile Bréhin les questions que vous avez posées sur Slido et on va prendre le temps maintenant d'y répondre. Je vais vous partager mon écran. On va repasser en revue les questions.
Donc, on a une première question sur est-ce qu'une dépense mission, remboursement de frais d'un personnel qui ne déclare pas de temps sur un projet, mais participe tout de même sur fonds propres, est éligible? C'est la première question qu'on a eue. Alors attends, je sais pas si c'est le cas des autres, mais moi du coup ça apparaît un tout petit sur mon écran. Ah, pardon. Non, je t'en prie, mais je préfère le dire parce que je me dis que Est-ce que Oui, c'est mieux peut-être comme le ça? cas de. Sinon, Cécile a juste cliqué sur Present, les boutons verts qui est un nom. Oui, c'est vrai. Comme ça s'affiche plus grand. C'est vrai que ce sera plus lisible en effet. Ouais. Merci. Voilà. Pour vous, c'est mieux comme ça? Oui, c'est parfait. Alors, pour la première question, du coup, écoutez, oui, c'est théoriquement possible. Après, il faut avoir des garde-fous sur ce point-là. Parce que c'est censé être voilà, une exception et ne pas être forcément la règle, parce que quand les gens normalement travaillent sur le projet, ils sont censés aussi déclarer du temps. Donc, mais c'est pas complètement exclu. Voilà, donc là c'est vrai que voilà, la personne, elle travaille manifestement sur le projet. Donc, si c'est le cas et que vous pouvez bien de toute façon prouver qu'il y a un lien et que la mission du coup est vraiment essentielle au projet, je pense que là, vous serez forcément dans un cas où la dépense sera acceptée. Je ne sais pas si les collègues voulaient compléter cette réponse. Il y a quelque chose. Ok, bon, bah, sinon, enchaînons. Et que je lise la prochaine Non, question. je vais le faire, pardon. C'était mon Non, micro non, je qui t'en avait prie. coupé. Donc, si Pas une de ou deux feuilles souci. de temps manquent sur les 18 mois de reporting, est-ce que l'ensemble des feuilles de temps de la période sont rejetées? Je peux la prendre, mais je comprends pas trop la question parce que il s'agit de un ou deux feuilles de temps pour du Ah, temps tu vois, qui est déclaré sur le projet ou imagine que tu marches sur un projet pendant, je sais pas, 18 mois et que tu es oublié de transmettre les 2 derniers mois du projet. Enfin, oui, voilà, les 2 derniers mois. Voilà. Est-ce que ça entraîne le rejet des coûts de l'ensemble de la période? Mais non, en principe, non, mais après, ça dépend. C'est à mon avis, si et ces 2 derniers mois de la personne qui n'a pas envoyé les feuilles de temps sont 2 mois, donc on n'a rien déclaré de cette personne, je comprends, parce qu'on n'avait pas les feuilles de temps, donc on n'a pas déclaré du temps. Ou alors Parce la que personne a travaillé sur le projet et ils ont oui, juste oublié de déclarer. oui, Tu, tu- alors, ok. Tu as raison, effectivement, dans ce sens-là, c'est peut-être, voilà, normalement, si on n'a pas de feuille de temps, mais bon, on peut imaginer, je sais pas, un cas dans lequel la feuille de temps s'est perdue malheureusement, mais qu'on avait bien fait les calculs et déclaré les. Ah, Moi, je la ok. comprends comme ça, la Alors, question. Même ok, aussi. ok. Tu vois, Ok. mais Alors, c'est différent. Alors, dans oui. ces cas, oui, il faut faire attention. C'est pas toute la période, mais c'est sûrement c'est les temps qui n'a pas supporté par des preuves. Et si par contre, si vous n'avez rien déclaré, et il n'y a aucun souci. Il n'y a rien déclaré, donc rien à prouver. Mais si vous avez déclaré des choses, donc il faut avoir les supports. Éventuellement, donc ce qui est à risque est le temps que vous avez déclaré et qui n'est pas supporté par des feuilles de temps. Et si la personne qui a posé cette question, enfin, elle avait une autre vision dans sa question, elle peut toujours préciser sur Slido, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, en tout cas, c'est bien ta réaction, Irénée, parce que c'est vrai que normalement, bon, sauf un accident industriel, si on a la personne qui remonte les dépenses, elle est censée s'assurer qu'il y a les feuilles de temps et se baser là-dessus. Donc c'est vrai que c'est un peu curieux. Voilà, bon, après, il peut y avoir des cas où les documents se perdent, mais voilà. Ok, donc question suivante. Est-ce problématique si un personnel déclare du temps de façon régulière sur un projet, mais pas le jour d'une mission pour laquelle il s'est fait rembourser ses frais? Il arrive qu'un personnel ne déclare pas la totalité des heures passées sur un projet et que l'établissement cofinance une partie.
peut-être je peux commencer à répondre. Alors, on le disait tout à l'heure, il y a plein de points de vigilance et plein de points de contrôle. En particulier, un auditeur regardera la cohérence des feuilles de temps avec les missions. C'est-à-dire que si vous déclarez une mission pour un agent sur un projet, on va prendre un exemple théorique, il est parti 4 jours en conférence pour le projet, il a fait une présentation, il a une participation active. Euh, pour un auditeur, ça ne semblera pas cohérent qu'il ait mis autre activité dans sa feuille de temps. C'est-à-dire qu'on déclare d'un côté la mission et que la personne mette de l'autre côté autre activité. Ça, c'est un point de cohérence qui est vérifié par les auditeurs et ça peut être problématique parce qu'en fait, il y a vraiment une incohérence. C'est-à-dire, on fait rembourser des frais par la Commission européenne sur une mission qu'on estime être en lien avec le projet nécessaire, mais dans la feuille de temps, on ne valorise pas ce temps. Ça peut être problématique en cas d'audit. Merci Cécile. Donc, est-ce que les feuilles de temps doivent être obligatoirement être datées? Oui, et signé. Ah ouais, c'est marqué dans les annotations, il me semble de mémoire, c'est bien noté clairement dans record keeping, si elles sont pas signées, datées, etc. Elles ne sont pas considérées comme valables. C'est comme quand vous signez un contrat quelconque, une déclaration, vous signez les documents pour qu'ils soient valables. Donc là, c'est important aussi d'y veiller. Et donc là, pareil, un peu pour compléter celle d'avant, est-ce que les feuilles de temps doivent être signées dans un délai dans un délai de combien de temps après la fin du mois? Alors ça, il me semble que les collègues vont m'arrêter. Il me semble qu'il n'y a pas de délai qui est indiqué dans les règles du programme. Après, voilà, il y a des bonnes pratiques à mettre en place au niveau de votre établissement et c'est le cas d'un certain nombre d'établissements, parce que c'est vrai que si vous laissez passer un délai trop long, on peut s'attendre à ce que voilà, il y ait un manque de régularité et des feuilles, il y en a par définition à remplir au moins une fois par mois si vous avez un système mensuel. Donc c'est vrai que voilà, il faut qu'il y ait une régularité et il faudrait qu'elle soit complétée vraiment très régulièrement suite au mois qui a été travaillé. Donc faites Dans attention à les ça. conseils qu'on donnait en tout début, c'était vraiment d'établir une procédure que vous tenez au niveau de l'organisation de l'entité pour éviter justement ce genre de problème. Tout à fait. Alors, donc une question qui a été le plus votée, quels modes de signature sont acceptés pour les feuilles de temps? Une signature sur un PDF non certifié est-elle acceptée? Alors, ouch, si vous avez un système robuste en place de signature électronique en bonne et due forme validé par votre département juridique, très bien, faites, utilisez-le. Après, si par signature PDF, voilà, vous attendez des copies ou des choses effectivement qui ne sont pas validées au niveau juridique, je ne suis pas sûre que ce soit assez robuste pour que ça puisse être accepté en cas de contrôle d'audit. Parce que c'est falsifiable. Voilà, ouais. Ensuite, si nous avons les bons de commande et les factures et que les paiements sont bien effectués, les bons de livraison sont-ils obligatoirement à présenter? Alors là, je dirais que ça dépend ça dépend également de votre norme interne, parce que les bons de livraison souvent sont en lien avec la notion de ce que l'on appelle le service fait. Et vous pouvez avoir pu payer la facture sans jamais recevoir la marchandise. Donc, c'est important aussi. Le bon de livraison, en fait, atteste de la réception du bien que vous avez commandé. La facture peut être payée sans avoir reçu le bien que vous avez commandé.
Donc, de la même manière, hein, c'est essayer de voir ce que vous avez comme référentiel interne sur ces sujets-là et appliquer votre référentiel de manière constante et cohérente sur les projets européens, quels qu'ils soient, hein, qu'il s'agisse de projets H2020 ou Horizon Europe d'ailleurs. Merci. Alors, donc là, c'est question lump sum. Nous avons un contrat collaboratif avec des tierces parties liées en lump sum. Est-ce que ces tierces parties doivent nous fournir des bilans financiers? Juste pour dire que on est hors sujet parce que donc on avait dit on n'allait pas aborder les sujets de l'AMSAM. Très rapidement, la réponse est non. Mais en tout cas, vous pouvez attendre ou les 6 mars où il y aura un autre webinaire sur le LAMSAM. Regardez sur notre page internet le webinaire qui a déjà eu lieu ou l'autre ressources qui sont à disposition pour mieux rentrer dedans dans les sujets. Donc maintenant, je vous donne juste cette réponse rapide, mais il y a C'était d'autres l'occasion de choses. faire une page pub, Oui. c'est pour ça que je l'ai laissé. Donc, Tout à vous fait. pouvez retrouver toutes nos ressources en ligne. Donc, bonjour, jusqu'à maintenant, nous calculons les coûts de personnel en utilisant salaire plus charge patronale. Est-ce possible, oula, question a bougé, est-ce possible pour un même projet de faire les prochains reporting avec salaire plus charge patronale plus charge salariale? Même question avec la TVA non déductible que nous n'avions déclarée, que nous n'avions pas déclarée du coup. Alors, je peux essayer de prendre cette question. Donc, de faire les prochains reporting, j'essaye de bien comprendre votre question. Mince. Alors, de faire avec salaire, charge patronale, charge salariale. Oui, c'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure, hein, toutes ces charges qui sont liées au travail de la personne et qui apparaissent dans sa fiche de paye sont tout à fait éligibles. Donc, n'hésitez surtout pas, parce qu'à enlever ces différents éléments de rémunération, en fait, vous perdez de l'argent et vous sous-déclarez en fait vos coûts de personnel. Voilà, c'est des choses dans lesquelles qu'on explique assez en détail dans nos webinaires coûts de personnel de manière générale, parce que là-dessus, les règles ne changent pas entre H2020 et Horizon Europe. Donc, et je pense que pour la TVA non déductible, ma collègue Cécile Barral l'a expliqué assez clairement tout à l'heure, donc j'en profite pour le dire rapidement. Effectivement, si vous avez la TVA TVA qui est non déductible, non récupérable, etc., vous pouvez, c'est une exception, vous pouvez à ce moment-là la déclarer et seulement la TVA, bien sûr, non déductible, non récupérable, dans les projets voilà, en coût direct. Donc ça, c'est tout à fait possible. En effet, c'est clairement indiqué dans les annotations du modèle voilà, de convention H2020. Donc, voilà, n'hésitez pas à le faire, vraiment, vous allez maximiser vos coûts. C'est un cas, peut-être la question qui nous est posée là en complément, Fanny, c'est un cas dans lequel vous pouvez faire un ajustement par rapport aux dépenses que vous avez déjà justifiées. C'est-à-dire Oui, tu as raison, c'est si par un bel exemple exemple d'ajustement. sur la RP1 et la RP2, vous n'avez déclaré que le salaire et les charges patronales, vous pouvez faire des ajustements pour réintégrer les charges salariales au titre d'ajustement dans le rapport financier qui suit. Ouais, c'est une erreur d'appréciation, on va dire. Donc, vous pouvez rectifier le tir là-dessus. On a une question sur si la signature des feuilles de temps est manuscrite, une copie scannée peut-elle être conservée au dossier au format PDF ou faut-il obligatoirement l'original papier? Et là aussi, ça dépend des pratiques, de vos pratiques internes, parce que donc ça c'est possible si ça rentre dans votre pratique, mais c'est possible qu'un auditeur va vous demander quand même de montrer l'original papier. Donc, à mon avis, c'est toujours bien de garder l'original papier à partir d'un moment où le document est manuscrit.
Donc, dans le cadre du reporting de l'amortissement d'un bien, si on parle de quote-part, quel élément doit être pris en compte pour définir l'imputation, l'enregistrement comptable de la dépense ou la temporalité réelle de l'utilisation du bien? Alors je vais répondre, c'est la temporalité d'utilisation du bien. Le bien va être intégralement dans la comptabilité du bénéficiaire et pas au prorata de son utilisation. Ce qui est amorti dans la comptabilité du bénéficiaire, c'est la valeur du bien, l'entièreté de la valeur du bien. Mais ce que l'on déclare, c'est la temporalité réelle de l'utilisation pour le projet. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il faut mettre en place un système, numérique, pas numérique, et puis c'est chaque cas particulier, chaque équipement est un cas particulier, je dirais. Il faut mettre en place un suivi de l'utilisation de cet équipement pour le projet et ne déclarer l'amortissement que au prorata de l'utilisation. Autre question. Bonjour, est-ce qu'une synthèse du projet en termes de suivi de temps daté et signé suffit? Alors, je peux essayer de répondre si. Ouais, si, et tu compléterais Vas-y. si tu veux. Si la synthèse, elle remplace les feuilles de temps pour la période indiquée, non, ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas si c'est ça votre question. Ouais, c'est pas, il n'y a pas plus de Voilà, parce précision. que je sais qu'il y a des établissements qui ont mis en place un système où il y a un récapitulatif, je ne sais pas, par année, par période de rapport, voilà, je sais pas comment vous fonctionnez exactement. Et souvent, ces récapitulatifs ou ces synthèses, ils s'ajoutent aux feuilles de temps mensuelles ou hebdomadaires. Voilà, vous avez mis en place dans l'établissement ou dans l'entreprise. Donc voilà, donc si c'est seulement une synthèse, non, ce n'est pas du tout suffisant. Il faut bien, et c'est indiqué encore une fois dans les règles, il faut un document qui soit au moins signé à un rythme mensuel et complété, daté, signé à un rythme mensuel et du coup contresigné aussi et daté par le supérieur hiérarchique de la personne. Voilà, donc attention à ça parce que voilà, vous risquez de ne pas avoir les documents suffisants en cas d'audit pour pouvoir bien justifier et soutenir les coûts de personnel correspondants. Très bien, une avant-dernière question pour l'instant. Concernant la sous-traitance, y a-t-il une limite du montant du budget? Quel est le pourcentage admissible? Il n'y a pas de limite de budget dans Horizon 2020, même dans Horizon Europe. La seule limite qui existe, si on peut parler de limite, c'est la logique et la cohérence avec les projets, dans le sens qu'on ne va pas sous-traiter une tâche qui représente les rôles clés du bénéficiaire, comme je disais pendant la présentation. Ça doit rester quand même une activité, je ne dis pas marginale, mais en tout cas qui ne caractérise pas la participation du bénéficiaire. Et après, d'un point de vue des valeurs économiques, ça n'a pas d'importance parce que peut-être parfois, s'il s'agit d'une petite tâche qui est accessoire par rapport au bénéficiaire, mais qui a un coût très élevé parce qu'il y a besoin d'utiliser des équipements très chers. Donc ça, ce n'est pas important, les coûts et les montants, à partir du moment où on respecte les autres règles qui sont donc l'externalisation d'une tâche et pas l'externalisation des activités clés du projet qui caractérisent la participation du partenaire. Et pour les coordinateurs, ça doit être aussi, il existe aussi la limite de ne pas sous-traiter les tâches de coordination. Dernière question, est-ce qu'une dépense de voyage non remboursable peut-elle être déclarée si la personne n'a pas pu se déplacer en mission à cause de maladie? Cela s'est vu lors des annulations de vol sans remboursement lors du Covid, mais est-ce encore possible? Et non, en fait, c'est pas parce que donc il existe la clause dans les Model Grant Agreement pour force majeure, mais quand on parle de force majeure, on rentre pas dans des cas comme la maladie, par exemple. Ce sont plutôt des cas
d'accidents imprévus, je sais pas, une éruption volcanique qui empêche de voler. Et donc, on ne peut pas aller dans un endroit à un autre. Et donc, les meetings ne peuvent pas avoir lieu, par exemple. Mais dans ces cas-là, les billets d'avion peuvent être remboursés. Mais dans un cas d'un arrêt maladie, non, c'est pas possible. Une question qui vient de s'ajouter. Un enregistrement via l'outil de gestion du temps de l'établissement suffit-il pour justifier le temps passé du personnel sur le projet? Comme je disais tout à l'heure, oui, et il faut juste que cet outil soit conforme aux conditions qui sont demandées par les Annotated Model Grant Agreement. L'article, c'est 17, si je ne me trompe pas, s'appelle Record Keeping. Et là, vous trouverez tous les éléments qui doivent être contenus à l'intérieur d'une feuille de temps. Et donc, vérifiez bien que ces éléments sont contenus à l'intérieur de votre outil. Voilà, pour l'instant, pas d'autres questions. Je vous laisse répondre cependant à ce petit questionnaire de satisfaction pour nous aider à évaluer nos webinaires. Donc, si vous pouvez toujours rejoindre sur slido.com ou avec le hashtag H2020 ou via le QR code. Vous avez toujours le lien direct sur le chat de ce webinaire. Après, on vous présentera les ressources spécifiques à H2020 en guise de conclusion. Je vous laisse quelques secondes, de toute façon, on peut laisser la question ouverte encore. Oui, je vais arrêter le partage pour pour que Cécile puisse mettre les ressources. Mais le vote est toujours ouvert, donc continuez à nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire sur Slido. Merci. Voilà, donc quelques ressources à vous donner, donc vraiment centrées, hein, je vous le disais, sur Horizon 2020. Donc si vous ne les connaissez pas encore, voilà, il y a nos pages dédiées aux questions juridiques et financières. Donc vous trouvez tout ça via la page ressources juridiques et financières qui est accessible depuis le menu, ou sinon Google vous permet d'y accéder directement parce qu'un certain nombre de nos pages sont très bien référencées. Voilà, donc on a notamment des fiches pratiques sur H2020 avec une page qui va recenser l'ensemble des fiches pratiques H2020 qui avaient été rédigées et mises à jour. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les consulter, les télécharger. C'est souvent assez utile d'après les retours qu'on a. Et puis, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a une boîte à outils du PCN juridique et financier. Et au sein de cette boîte à outils, en bas de la page, vous avez une section qui est dédiée spécifiquement à H2020 avec des ressources vraiment pour les projets H2020. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à consulter cette page. Puis quelques autres documents de référence sur les règles de participation H2020. Voilà, donc vous avez effectivement la page référence document du portail, hein. Alors vous la retrouvez toujours, il faut juste du coup chercher la programmation 2014-2021 et le programme H2020 pour les retrouver. Et donc voilà, là on vous a listé les documents un peu phares, donc le règlement financier, le règlement d'application. Donc ça c'est des choses assez voilà. Mais surtout le modèle de Grant Agreement annoté pour H2020 qui peut vous être très utile, et c'est de là qu'on tient un certain nombre d'informations qu'on vous explique. Voilà, quand vous avez des sujets assez pointus, c'est là que vous allez trouver votre bonheur. Mais voilà. Mais si c'est effectivement assez technique, n'hésitez pas du coup à vous référer à nos fiches pratiques qui font un travail voilà, de se focaliser sur des sujets et qui vous redonnent de toute façon à chaque fois les références de ce MGA à noter notamment. Voilà pour les ressources concernant H2020.
Donc j'espère voilà, que ce webinaire vous a été utile, hein. N'hésitez pas à noter le webinaire du jour. Vous le retrouverez du coup, le support sera mis en ligne, je vous le disais au départ, ainsi que l'enregistrement dès qu'on pourra le faire. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de votre participation et des questions. Je remercie mes collègues. On se retrouve, on le disait, si je ne dis pas de bêtises, le 6 mars prochain. Donc un webinaire va être dédié spécifiquement au sujet du lump sum. Donc si vous avez des questions sur le lump sum, c'est à ce moment-là voilà, que vous pourrez les poser. Donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Au revoir. Merci, Merci, au au revoir. revoir. Au revoir, à bientôt.